Cette deuxième journée d'éducation aux médias et à l'information est donc officiellement ouverte. Nous allons maintenant assister à une conférence exploratoire et interactive. L'intelligence artificielle au service des enseignants, opportunités et applications concrètes. Elle est animée par Julie Higounet, fondatrice de l'organisation Edhuman. Je vais la laisser se présenter. Je vous demande un instant, le temps de nous connecter. C'est à vous, Julie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. La salle a dit oui, nous vous entendons. Bon, parfait. Est-ce qu'il serait possible, je ne sais pas si c'est possible que la caméra recule un tout petit peu. Je vois deux, trois têtes. Ça me permettra de vous poser des questions et de voir s'il y a des mains qui se lèvent. Oh, magnifique, magnifique. Bon, je vais partager mon écran tout de suite et puis je vais faire ce que m'a proposé l'IA, à savoir eh bien, me présenter. Donc, merci beaucoup de me permettre d'avoir la vision. Je vois que tout fonctionne parfaitement. Donc, merci pour l'invitation. J'aurais dû être avec vous, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il y a eu des petits incidents domestiques. Mais je suis là grâce aux bons soins d'Amélie que vous entendez et qui a passé beaucoup d'heures à préparer cette journée. J'en profite pour la remercier. Concernant ma présentation, qui je suis et quelles sont les lunettes avec lesquelles je vous parle de l'IA, parce que ça c'est très important. J'ai eu la chance de travailler il y a quelques années au ministère de l'Éducation nationale qui était en transition DGESCO, DNE. Et je m'occupais il y a 10 ans des appels à projets concernant en fait la création de plateformes. Donc je redis, il y a 10 ans au ministère de l'Éducation nationale, il y avait des appels à projets pour la création de plateformes pour l'apprentissage de la lecture et des mathématiques accompagnées par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ces plateformes ont vu le jour et elles existent. Alors vous êtes vous enseignant de collège, ça a été plutôt pour les enseignants d'école primaire, mais les travaux ont continué et c'est une question qui occupe grandement en fait le ministère et ce ne sont pas des choses qui ont été découvertes il y a seulement 2 ans. Donc depuis lors, l'IA fait partie de ma vie et fait partie de ma vie grandement puisque j'ai la chance de fonctionner majoritairement en dehors de la France et d'accompagner des établissements internationaux avec des curriculums français ou pas nécessairement et pour beaucoup regarder comment l'IA peut permettre d'accompagner un peu mieux les élèves et puis de permettre une plus grande accessibilité et d'entrer dans des pratiques qui peut-être étaient un peu compliquées à mettre en place dans le quotidien de la classe. On a beaucoup de choses qui ont changé. On sait beaucoup mieux comment devrait fonctionner une salle de classe, mais on n'a toujours que 24 heures et on a toujours à peu près une trentaine d'élèves par classe et on n'a toujours que 24 heures dans une journée. Donc, qu'est-ce que l'IA peut faire pour nous? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite et maintenant. Alors, je vais commencer par vous présenter le plan de ce qu'on va voir ensemble pendant... Je vais essayer de respecter le temps qui m'a été donné. On m'a demandé de terminer à 9h15, donc je terminerai à 9h15. On va regarder qu'est-ce que l'IA et comment ça fonctionne. C'est très important pour vous de comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne parce que vous allez devoir faire des choix de plateformes, d'outils, et sans compréhension, c'est un tout petit peu compliqué. On regardera les limites et les dérives avant de se lancer. C'est important de regarder ce qui dysfonctionne, parce que des dysfonctionnements, il y en a, mais j'ai envie de dire, il y en a aussi, comme dans les fichiers et dans les manuels. C'est la question aussi qu'on devrait se poser. Plus largement, je vous montrerai ce que nous dit aujourd'hui la recherche, et on passera la plus grande partie sur le point numéro 4. Ne vous inquiétez pas, IA pour enseigner, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, je vais commencer par vous poser une toute petite question et si je vous vois de derrière, je vais vous proposer de lever la main. Si je vous demande ce matin, depuis que vous vous êtes levé et jusqu'à ce que vous arriviez dans cette salle où vous avez été accueilli par 3 intervenants, combien de fois avez-vous utilisé l'IA?
à votre avis? Alors, si vous pouvez juste lever la main et puis me montrer avec vos doigts 0, 1, 2, 3. Alors, je vois une main qui me montre 5. Est-ce qu'il y a d'autres courageux qui... 1, 0. Alors, pour tous ceux qui ne lèvent pas la main, je vais penser que potentiellement, il n'y a aucune. Ah, ok, ok. J'en vois même qui. Alors, j'ai un 3. Il y en a qui ont levé 2 fois la main. Donc, potentiellement, il n'y a peut-être pas assez de mains. 2. Ok. Merci beaucoup. Un énorme merci à la personne qui s'occupe de la caméra. Alors, ce que je vous disais, imaginez-vous si le ministère s'occupait de ça il y a déjà 10 ans, et encore peut-être avant. Eh bien, l'IA est absolument partout. Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui sans trop d'IA. Et si vous avez ouvert un réseau social ce matin en vous levant, ben, l'IA était là. Si vous avez pour venir à Morsin utilisé par exemple Google Maps ou Waze ou pour arriver le plus facilement possible, eh bien vous avez utilisé l'IA. Si vous avez effectué une recherche sur un moteur, vous avez utilisé l'IA. Si vous avez écouté de la musique en streaming, vous avez utilisé l'IA. Il y a aujourd'hui bon nombre d'éléments qui fonctionnent avec l'IA. On a en tête, et c'est un peu malheureusement quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, on a l'impression que l'IA c'est juste ChatGPT. En fait, on en entend parler beaucoup depuis 2 ans parce qu'il est accessible à tout le monde, mais c'est bien d'autres choses et ça n'est pas que du texte, c'est de la vidéo, c'est des images, c'est des éléments sur de l'audio et c'est aussi d'autres plateformes que ChatGPT. Il y a Gemini, il y a Copilot et il y en a aussi d'autres, dont Mistral, qui est français. Alors, on va également regarder, certains se disent oui, ok, peut-être que, mais je ne suis pas certain quand même que moi, au sein de ma classe, je l'utilise et moi, je suis à peu près certaine que vous utilisez déjà l'IA peut-être sans le savoir. Alors, ce que je vous propose, c'est de compter. Je vais vous faire 8 propositions et de lever un doigt pour vous, puis on regardera au final ce que ça donne, et de compter combien de fois sur ces 8 vous utilisez déjà ou pas l'IA. Alors, si je vous dis, vous utilisez en fait les systèmes de recommandation. Quand vous allez chercher une ressource vidéo, vous savez, vous avez toujours des ressources qui sont recommandées sur le côté quand vous achetez un livre, il y a 1000 éléments qui vous font des propositions. Si vous utilisez les systèmes de recommandation lorsque vous travaillez, eh bien, vous utilisez déjà une première fois l'IA. Si vous utilisez le traitement de langage type Alexa, Siri, Dictate, vous savez, ce sont tous les éléments qui vous permettent avec un micro de pouvoir très librement taper du texte sous une dictée, eh bien, vous utilisez l'IA, peut-être 2 fois. Si vous utilisez les traducteurs automatiques type DeepL, Google, Microsoft Traducteur, vous utilisez l'IA. Si vous utilisez des moteurs de recherche pour faire votre travail, Firefox, Safari, Chrome, peut-être que vous utilisez encore l'IA. Donc peut-être certains d'entre vous sont à 1, d'autres à 4, on continue. Si vous utilisez des correcteurs automatiques, lorsque vous écrivez un texte ou lorsque vous écrivez un email, eh bien vous utilisez l'IA. Si vous utilisez la cartographie en ligne, vous utilisez l'IA. Si vous utilisez des éléments de lutte contre le plagiat, eh bien derrière, c'est l'IA. Et puis, petit clin d'œil aux enseignants de mathématiques qui ont peut-être ouvert des éléments d'IA et qui se retrouvent parfois en difficulté. Et oui, parce que ça fonctionne un peu mieux quand on utilise Photomat ou Checkmat, vous utilisez l'IA. Alors, je vous ai fait 8 propositions. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui est à plus de 4? Est-ce que vous pourriez lever la main, les personnes qui utilisent l'IA, qui se sont rendues compte que vous êtes à plus de 4? Merci. Qui est à plus de 5? Ok. Et qui est à plus de 6? Est-ce qu'on a encore des mains levées? Oui, on a encore des mains levées. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que une première prise de conscience, l'IA est absolument partout et il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui fonctionnerait sans IA et que sans le savoir, on l'a déjà un peu intégré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'IA? Ben, c'est en fait, moi j'ai l'habitude de dire que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente du tout. On a cette impression que l'IA sait faire beaucoup de choses.
et qu'elle est capable d'intelligence en traitant l'information, en nous donnant en fait des réponses et en traitant parfaitement l'information qu'on lui donne. Ouais, en fait, c'est vrai, l'IA a une capacité de catégorisation et de traiter un très grand nombre de données, mais c'est à peu près tout ce qu'elle sait faire. Alors, pour vous expliquer comment tout ça fonctionne, on va regarder deux jeux qui existent depuis 2015. Ce n'est pas pour la classe, enfin, vous pouvez l'utiliser, hein, mais mon utilisation aujourd'hui n'a qu'un objectif, c'est vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors, je vais sortir de ma présentation. J'espère que vous allez pouvoir continuer à me suivre. Et on va commencer par une application qui s'appelle QuickDraw. Alors, QuickDraw, c'est un jeu qui existe depuis 2015. Des millions et des millions d'utilisateurs y ont joué. J'ai choisi d'y jouer en français. La machine va me proposer de dessiner un objet. Je vais tenter de le dessiner, hein, c'est jamais fantastique. Et elle a 20 secondes pour valider ou invalider en fonction de traits que je vais utiliser pour effectuer le dessin. Et quand il y a assez d'éléments qui permettent la reconnaissance, elle validera. Alors, oula, Je vois brosse à dents, ou tuyau d'arrosage, ou ceinture. Je vois haricot vert, ou crayon, ou canoë. Oh, je sais, c'est tape-cul. ok. Bon, ça c'est bon. Le lapin, ça va être une autre histoire. Je vois banane, ou lune, ou cercle. Je vois pomme, ou poire, ou toilette, ou seau. Oh, je sais, c'est lapin. Ok, bon, on pourrait continuer comme ça un tout petit peu plus longtemps. Alors, escalier, je le fais, c'est vraiment facile, hein. Je vois tremplin. Oh, je sais, c'est escalier. Voilà. Donc, et vous garderez bien l'exemple de l'escalier en tête hein, pour une seconde. Donc, des millions de personnes ont utilisé, des millions de personnes ont dessiné, et il est très probable que, comme pour moi, l'escalier, on commence par faire. On part du bas pour aller vers le haut en dessinant une série de marches et que tout le monde, à 90%, a dû utiliser la machine de la même manière. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'arrive sur un autre jeu qui est complètement dépendant du premier. Et cet autre jeu, il s'appelle Autodraw. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est totalement différent. Je vais dessiner des choses et là, la machine va deviner, va tenter de deviner ce que je dessine et pour le faire, elle va me faire des hypothèses. Je vous invite à regarder la ligne qui est en haut. Vous voyez le mot select, la ligne grise. C'est ici que la machine va effectuer, elle va me proposer des hypothèses de ce que je souhaite dessiner. Alors, on va partir sur quelque chose de très simple. On va dessiner un soleil. J'ai fait un premier cercle. Attendez. Je reviens. J'aurais dû. Hop. Ok. On reste sur le soleil. Donc, je dessine un cercle. Et là, la machine me dit, me dit pas que c'est un soleil. Elle me dit que c'est potentiellement une lune, potentiellement une part de pizza, potentiellement une patate, potentiellement un oreiller, potentiellement, elle ne sait pas trop. Je vais dessiner un premier rayon et là, ça change. J'ai peut-être une lunette, j'ai peut-être une planète, j'ai peut-être, vous voyez, les propositions changent à chaque fois que je rajoute un élément. Ça y est, on a le soleil, il est là. Proposition, je peux venir le placer. On va en faire un second. On va rester sur le lapin. Je refais un cercle un peu différent. Et donc, cette fois, la machine me dit, voilà, on a peut-être potentiellement un pouce. Et forcément, elle n'a pas pris. On va revenir redessiner le cercle. Ça y est, il est là. Vous voyez, comme tout à l'heure, avec 3 éléments, un cercle et 2, la machine est en capacité de savoir ce que j'ai dessiné. Alors, comment tout ça fonctionne? Eh bien, les 2 éléments sont complètement liés. La première machine a servi de base d'entraînement pour que naisse le deuxième jeu. C'est-à-dire que tout ce qu'ont dessiné des millions d'utilisateurs sur le jeu numéro 1 a servi à ce jeu numéro 2. C'est-à-dire que la machine,
quand je propose un premier trait de crayon, elle va trier dans la base de données du jeu 1 et elle me donne ici en haut les réponses les plus probables statistiquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour dessiner un soleil, il est probable que 99% des personnes aient commencé par effectuer un cercle et ensuite des rayons. Donc la machine, elle va regarder ce qui s'est passé dans la zone d'entraînement et me donner ce qui est le plus probable. Voilà, 90% des gens ou 100% des gens qui ont dessiné un cercle derrière, ce sera une patate, ce sera une lune, ce sera... Et puis, dès lors qu'il y a 3 rayons, on a beaucoup de chances que ce soit un soleil. C'est exactement comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il y a une intelligence derrière? Il y a surtout la capacité à trier un très grand nombre de données qui sont catégorisées et à nous donner les résultats qui sont les plus statistiquement probables. Donc, la machine, elle génère du contenu, mais ce n'est jamais du contenu niveau, c'est ça le GPT, elle génère du contenu sur des éléments, des données massives qui ont servi d'entraînement et qu'elle va transformer. Donc, quand on effectue une demande sur ChatGPT, sur Gemini, sur Mistral ou sur d'autres, eh bien, la zone d'entraînement, c'est toujours la question qu'il faudra vous poser. Quelles sont les zones d'entraînement des machines pour les outils d'intelligence artificielle générative généralistes, type celle que je viens de vous référencer? Eh bien, la zone d'entraînement, on ne le sait pas exactement puisqu'on n'a pas la recette, mais c'est ce qu'on va trouver sur Internet de manière générale. Et donc, il y a de tout sur Internet. Si on revient un tout petit peu sur un historique, c'est pas quelque chose de nouveau, je vous le disais, et globalement, depuis 20 ans, ce qu'on sait faire avec l'IA n'a pas beaucoup changé. C'est le traitement des données qui a énormément changé, la capacité de traitement de données. On estime que le début de l'IA remonte au milieu de la Seconde Guerre mondiale, et pour ceux qui seraient en histoire, vous devez connaître, je pense bien mieux que moi, ce qu'on appelle les conférences de Macy's, qui ont duré 9 ans, et qui ont commencé au milieu de la Seconde Guerre mondiale avec la question de se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire et comment est-ce qu'on pouvait penser un peu autrement le monde pour s'assurer de sortir du chaos dans lequel il était plongé. Donc, voilà, sur des éléments de fonctionnement rapides, quelques éléments de fonctionnement, l'IA, elle sait faire 5 choses et elle les fait plutôt bien. Elle sait prédire. Donc, qu'est-ce que c'est que la prédiction? C'est pas Madame Irma et c'est pas la boule de cristal, c'est tous les systèmes de recommandation et c'est si vous avez de la musique en streaming, par exemple, c'est tous les lundis matins. Si vous avez Spotify, vous avez une playlist qui vous arrive avec des nouveautés basées sur les systèmes d'écoute qui sont les vôtres ou ceux de vos voisins. C'est la même chose sur Netflix et c'est la même chose pour bien d'autres domaines. D'autres éléments, c'est la détection et l'identification pour ceux qui prennent un peu l'avion, et moi ça reste toujours un peu la surprise. On n'a plus besoin du tout de présenter maintenant sur certaines compagnies, je tiens à mentionner Air France, hein. Je suis rentrée des États-Unis la semaine dernière et en fait, plus besoin de mon téléphone ou plus besoin de mon passeport quand on arrive pour monter dans l'avion. Il suffit juste de se présenter devant une caméra et il y a un lien qui est fait avec les tickets, les pièces d'identité qui sont enregistrées. C'est le système de détection, identification. Ce qui va vous intéresser grandement, c'est la création de contenu, texte et images. C'est là-dessus que le monde de l'enseignement aujourd'hui se positionne pour plus d'accessibilité, de différenciation. Et le dernier élément, c'est la planification et la prise de décision. Lorsque vous êtes arrivé ce matin à Morsin, eh bien, potentiellement, vous avez utilisé de la cartographie en ligne qui a pris des décisions pour vous, ou que vous avez accepté ou pas, mais ça fait partie des éléments. Sachez aujourd'hui qu'il existe bon nombre d'IA qui sont dédiés à des directeurs généraux ou à des postes à responsabilité pour finaliser des prises de décision importantes. Alors, l'IA, elle est absolument partout. Ici, vous avez un graphe. Elle n'est pas que dans le milieu de l'éducation ou elle n'est pas que dans le milieu de la tech. Ici, vous avez un graphe qui date de quelques mois pour montrer en Europe et aux USA quel était l'impact, en fait, quels étaient les secteurs d'activité qui étaient impactés. Un quart, il y a un an, était impacté. Impacté, ça veut dire que l'utilisation était déjà intégrée. Regardez à gauche, tout ce qui a trait au support et aux fonctions administratives
La moitié des personnes utilisaient il y a un an déjà l'IA dans leur quotidien et pour tout ce qui est justice et droit. 40% évidemment c'est du texte, donc ça fonctionne extrêmement bien. Alors aujourd'hui, il y a une question que se posent absolument toutes les universités au monde, et je vous le dis, toutes les universités au monde, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les parcours qui sont les nôtres de formation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde demande à ce qu'on puisse sortir des parcours de formation en ayant une maîtrise un tout petit peu minimale, basique, voire avancée, de l'intégration de l'IA dans ces fonctions, dans les fonctions à venir. Pourquoi? Ben parce que regardez, ça c'est ce qu'a généré l'IA en termes de bénéfices. IA générative, en 2022 on était à 21 milliards, en 2023 on est à 42 et aujourd'hui, l'année 24 n'est pas terminée, c'est pas terminé, on est à 143 milliards. Donc on n'a même pas doublé, on a presque quadruplé en fait. Donc c'est la grande question que se pose tout le monde aujourd'hui, c'est comment on l'intègre et qu'est-ce qui va être fait dans les universités pour accompagner en fait tout le monde. Et derrière les universités, il y a le monde de la recherche qui n'est pas du tout resté derrière. Il y a un an, 30% des chercheurs utilisaient très régulièrement l'IA pour générer du texte, pour résumer de la littérature scientifique, pour faire des supports de présentation et regardez, pour effectuer des protocoles expérimentaux. Donc, l'IA est partout et je terminerai par un dernier exemple. C'est en médecine. Je vous parle de ce dernier exemple parce que en fait, aujourd'hui, c'est ce qui va nous attendre en enseignement et c'est exactement ce qui existe sur certaines plateformes. Ça n'est pas de la science-fiction, ce que je vais vous raconter, c'est déjà existant et certaines parties du monde l'utilisent déjà. Donc, en médecine, à quoi est-ce que ça ressemble? Je vais vous donner un exemple, raconter une petite histoire. En 2017, j'ai un ami qui a été diagnostiqué avec un cancer de la vessie et des cellules particulièrement virulentes. Il avait moins de 50 ans, on lui a donné 2 ans d'espérance de vie. C'est pas beaucoup, 2 ans d'espérance de vie, ça a été un choc à peu près pour tout le monde. Ce qu'a fait l'équipe médicale, c'est qu'ils ont rentré la totalité des données, c'est-à-dire qu'ils ont rentré son groupe sanguin, son âge, tout un tas de données, les scans, les IRM, le type de cellules, ils les ont rentrés dans une machine, c'est aux États-Unis, et qui est en lien avec la totalité des hôpitaux et des services d'oncologie. Et la machine, accompagnée de l'IA, a fait une recherche. Elle a recherché tous les patients qui avaient le même profil, c'est-à-dire le même type de cellules, même type de profil physique, même type de profil médical de manière globale. Et surtout, ils ont cherché les patients pour qui il y avait eu une issue heureuse, c'est-à-dire guérison. Ils ont trouvé 4 patients, ils en ont trouvé 2 à Denver et 2 à Austin, et l'équipe médicale est revenue avec des protocoles qui ont été décidés avec Team. Et je vous en parle parce que ces protocoles-là, ils ont été n'étaient pas nécessairement connus de l'équipe. Et puis surtout, on avait une petite assurance qu'elle avait fonctionné sur certains patients avec des profils tout à fait similaires. Et je vous en parle d'autant plus qu'il y a 10 jours, bah, j'étais avec lui, il est toujours vivant, ça fait 7 ans et il est complètement guéri. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'IA ici? Elle a permis d'amplifier l'expérience de l'équipe médicale qui était restreinte à la ville et aux patients qu'ils avaient pour aller regarder ce qui pouvait se passer ailleurs et regarder si d'autres protocoles, peut-être qu'ils ne connaissaient pas, avaient fonctionné sur un nombre de patients plus ou moins important. Je vous parle de cet exemple et je vous le redis, c'est parce qu'en éducation, c'est ce qui nous attend. On a beaucoup de ressources aujourd'hui. Le numérique, ça a été nous amener beaucoup de ressources, beaucoup d'éléments. Mais aujourd'hui, il faut contextualiser ces ressources et il faut regarder s'il y a des modalités de fonctionnement qui sont plus efficaces que d'autres en fonction des contextes. Et il faut pouvoir être mis en lien avec des éléments éprouvés sur le terrain. C'est-à-dire qu'on aurait des élèves qui fonctionnent de telle ou telle manière, dans tel ou tel contexte, avec tel ou tel programme, à tel ou tel niveau. Ben, il faudrait qu'on puisse regarder, en fonction des difficultés qu'on rencontre, des cas et des éléments qui pourraient nous aider à fonctionner différemment en classe. C'est pas plus de ressources, c'est peut-être regarder comment on les fait fonctionner ailleurs.
Et ça c'est possible, ça existe, et il y a déjà des plateformes, pas encore en France, hein, mais je ne doute pas que d'ici moins de 10 ans, ces plateformes-là seront avec vous et à vos côtés. Alors, cette IA, ces IA, elles fonctionnent bien, mais il y a quand même quelques difficultés encore aujourd'hui et il faut les mentionner. Il y a ce qu'on appelle des biais, et ici un biais énorme. Alors, je vous ai mis des tests, hein. Vous voyez, je vous ai mis des dates, hein. Ici, on est au 24 août. Et par exemple, j'ai demandé à l'IA de créer un personnage pour un roman en fonction de la profession suivante, mécanique automobile, et l'IA, on a demandé 30 fois, 40 fois, nous sortait toujours à peu près la même description. C'était toujours un homme, c'était toujours un homme et toujours un homme qui était relativement jeune et qui avait à peu près le même physique. Alex est un homme au visage marqué par les traces du travail physique, ses mains sont rugueuses, constamment tachées. Bon, je pense que vous l'avez vu, il y a un biais énorme dans cette situation. On est face à des stéréotypes de genre. Et on a posé la question, on continue à la poser, et la machine évolue. Regardez, on est ici au 7 octobre de cette année, et on n'a plus un homme, on a une femme, elle s'appelle toujours Moreau. On a une description et on a aussi noté des éléments de conflit interne. C'est-à-dire que la machine a largement progressé. Elle est capable de nous dire que voilà, c'est une femme, donc comme c'est une femme, il peut y avoir des difficultés à penser que potentiellement au niveau de la mécanique automobile. Donc sous-entendre qu'il peut y rester chez les lecteurs ou autres des traces de ces fameux biais de genre et de stéréotypes genrés. Ces biais, ils sont dus à quoi? Ben, ils sont juste dus à nos propres biais. Parce que nous, c'est nous qui alimentons la machine. Je vous rappelle, la machine va chercher sur ce qu'elle va trouver sur Internet. Donc, comme nous sommes la principale source d'alimentation, eh bien, qu'il y ait des biais, c'est pas tout à fait étonnant. Donc, comme elle prend l'information la plus fréquente, eh bien, il est possible que l'information la plus fréquente, elle soit biaisée et elle soit stéréotypée. En revanche, il existe des systèmes de modération qui font que tout progresse. C'est que même après certaines difficultés, la machine soit en capacité de poser des éléments un peu différemment. Si on pose cette question-là, voilà, il n'y a absolument aucune réponse qui sera apportée. Merci les équipes de modération. Les équipes de modération, elles sont présentes très fortement parce que il faut être très vigilant à ce qu'on trouve, vous le savez, et puis vous le savez d'autant plus que vous avez des journées positionnées sur l'éducation aux médias et à l'information. Alors, la machine, elle a des biais, mais elle n'a pas que ça. Elle a aussi ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que la machine, même quand elle ne sait pas, elle va vouloir vous donner une réponse. Alors, de moins en moins, et les retours sont de plus en plus nuancés. Aujourd'hui, quand elle a un doute, elle est capable de le formuler, chose qui n'était pas le cas il y a à peu près une année. Alors, si je lui demande quelle est la place du lion dans la chaîne alimentaire, le lion occupe une place centrale, prédateur, sommet de la chaîne. En tant que prédateur, il se situe au sommet de la hiérarchie. Qui pense que ce qui est noté ici est la vérité? Ceux qui pensent que c'est la vérité, je vous invite à lever la main. Ouh là là, il n'y a pas de main levée. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, je vais rassurer tout le monde, il n'y a pas que des hallucinations. Ce qui est sorti ici est bien quelque chose de fonctionnel et c'est un élément de vérité. En revanche, je ne vais pas vous demander parce que je pense que vous allez vite voir, si je demande à la machine, et c'est une demande qui a été faite en janvier l'année dernière, à quoi ressemble un œuf de vache et que la machine répond un œuf de vache c'est ovale et a une coquille brune blanche, la taille des œufs de vache varie en fonction de la race de bovidés. Bon, je pense que tout le monde aura ici compris, je ne vous pose pas la question, qu'on est face à ce qu'on appelle une hallucination. En revanche, regardez, au 24 mai, avec la même question, la machine avait progressé et à la même question, la machine va nous répondre, les vaches, comme les mammifères, ne pondent pas d'œufs, elles donnent naissance à des veaux après une période de gestation qui dure environ 9 mois. Les veaux se développent à l'intérieur. Les œufs sont généralement pondus par les oiseaux, les reptiles, les poissons. Donc, la machine évolue, elle évolue même vite, elle est capable d'apprendre de ses propres erreurs. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ou demain ou dans 2 ans, tout sera parfaitement parfait. Ça, c'est pas possible. Et tout ce que vous allez générer avec la machine, il faudra absolument toujours vérifier ce qui est produit. Mais j'ai envie de dire, comme quand vous allumez une chaîne de radio, comme quand vous allumez la télévision, comme quand vous regardez n'importe quel média. Et j'ai même envie de vous dire,
même quand vous ouvrez un manuel scolaire. L'IA, c'est de multiples enjeux et je pense que vous allez continuer à les traiter aujourd'hui, mais il faut quand même les avoir en tête. Impact sur l'environnement, portant des droits d'auteur, la privatisation, la santé, la protection des données, l'impact sur le marché du travail, tous ces enjeux-là, il faut les avoir en tête. Et c'est quelque chose qui occupe tous les pays du monde et je vous l'ai dit, toutes les universités pour savoir comment ils changent, ils modifient leur curriculum. Alors, on en arrive à un élément très court sur la recherche. Où est-ce qu'on en est de la recherche? Et qu'est-ce qu'on nous dit sur les usages de l'IA? Alors, on a eu beaucoup d'études qui sont sorties pour nous expliquer qu'on allait plus vite et qu'on allait gagner du temps. Sous-entendu, on était capable de faire plus de choses. Alors, ces études-là, je les ai mis de côté pendant très longtemps parce que on peut faire plus de choses, mais les plus de choses peuvent être considérablement et entièrement. Donc j'ai laissé ces études-là de côté longtemps, jusqu'à ce que Ethan Mollick arrive. Qu'est-ce qu'il a fait, Ethan Mollick? Eh bien, déjà, il a écrit un livre génial pour expliquer ce que c'était la co-intelligence et comment on pouvait arriver à fonctionner avec l'IA. Mais il a surtout fait un livre, il a surtout fait une étude avec MIT pour essayer de regarder si on avait une qualité des travaux qui augmentait et si on avait des compétences qui devenaient meilleures ou pas. Puisqu'on entend beaucoup ici ou là qu'il peut y avoir une perte et qu'on perd certaines de nos compétences, ce qu'on entend beaucoup. Donc, cette étude d'Ethan Mollick qui est ici, elle a été réitérée, elle est aujourd'hui tirée dans bon nombre de champs professionnels. Il en existe même sur les métiers de la formation qui reprennent les résultats à l'identique. Et donc, premier élément sur la qualité des travaux. Il a travaillé avec un groupe de consulting il a pris la moitié des personnels. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le consulting? Parce que quand on fait du consulting et que ce nombre de tâches il peut être inhérent à différents corps de métier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À partir de cette étude-là, on regarde ce qui se passe dans différents corps de métier. Pour l'étude en question, eh bien, on voit que la qualité, en bleu, vous avez la moitié de la boîte qui a fonctionné, de l'entreprise qui a fonctionné sans IA, et vous avez en vert la moitié qui a fonctionné avec l'IA, et en rouge la moitié qui a fonctionné avec l'IA et avec une formation. On voit avec la formation, avec l'IA, on a une qualité des tâches effectuées qui est sensiblement meilleure. Un peu ironique, hein, c'est un peu plus que sensiblement meilleur. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est la montée en compétences. Vous avez à gauche ce qu'on appelle les consultants juniors et à droite, vous avez ce qu'on appelle les consultants expérimentés. Vous avez en bleu la barre de compétences au début de l'expérimentation, pardon, excusez-moi, en vert la barre au début de l'expérimentation et en bleu la barre à la fin de 4 mois d'expérimentation. Et on voit la montée en compétences après utilisation de l'intelligence artificielle, plus 43% sur la cartographie de compétences des juniors et plus 17% sur les expérimentés. Donc, ça a été le point de départ pour se dire que peut-être il y avait des choses à faire et qu'il y avait des choses à faire en sachant de quelle manière on allait utiliser l'IA et qu'est-ce qu'on allait utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le domaine de l'éducation? Ça veut dire que l'utilisation de l'IA, ça va être une utilisation qu'il va falloir penser avec des gens expérimentés, ça c'est les résultats de l'étude, et qu'il va toujours falloir penser au regard de ce qu'on appelle la boussole pédagogique. Impossible d'utiliser l'IA sans qu'on ait une boussole et un bagage pédagogique suffisant. On est souvent très déçu de ce qu'on trouve avec l'IA s'il n'y a pas d'utilisation pédagogique suffisante et d'éléments et de cadres suffisants, ce que je vais vous donner maintenant. Alors, on s'emporte maintenant au niveau de l'enseignement et on va regarder ce qu'il est possible de faire et on ne verra pas tout, mais vous donner un aperçu et essayer de comprendre en quoi est-ce que l'utilisation de l'IA peut être une aide pour la différenciation, l'accessibilité. Pour moi, c'est mes principaux chevaux de bataille. Et évidemment, pour vous, ça veut dire, je suis des écoles depuis presque 2 ans sur l'intégration de l'IA. Et ce que je vois maintenant, c'est qu'on a des enseignants qui se sentent parfois un peu mieux équipés et qui se sentent mieux pour s'adresser à une diversité d'élèves qui est toujours plus hétérogène. Alors l'IA, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre domaine de 3 manières différentes.
On peut l'utiliser comme un stéroïde. C'est une analogie qui n'est pas de moi, mais que je trouve particulièrement parlante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous allez pouvoir utiliser l'IA si, par exemple, j'étais avec des enseignants la semaine dernière qui avaient des emails à écrire à des parents dont ils ne maîtrisaient pas la langue, absolument pas. Il fallait que les parents aient un certain nombre d'informations. Donc, traducteur automatique. Est-ce que les enseignants ont appris quelque chose? Absolument pas. Est-ce que l'information est bien passée? Oui. Est-ce que ça a permis de positionner plus de sécurité? Pour l'occasion, c'était des éléments de sécurité. Oui. Fonctionnels, ça, c'est des éléments stéroïdes. Les chaussures. À quoi ça correspond? Eh bien, les chaussures, quand on est mieux équipé, eh bien, dans sa classe, on court plus loin. Et quand on est mieux équipé, eh bien, dans sa classe, on va aussi un peu plus loin. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas une professionnelle des troubles d'apprentissage, ni de la dyslexie ou des troubles, par exemple, de l'attention. Or, nos classes sont de plus en plus peuplées par des élèves qui sont porteurs de certains troubles. Ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez, par exemple, votre séquence de prête ou votre séance de prête, vous pouvez vous adresser à l'IA et expliquer que dans votre classe, vous avez par exemple, deux ou trois. Je suis sympathique parce que la semaine dernière, j'ai été dans une classe où il y en avait 8 sur 24 et demander à l'IA de vous proposer des supports et des éléments de fonctionnement pour des élèves qui sont porteurs de troubles de dyslexie, de dyspraxie, de l'attention ou sur le spectre de l'autisme. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos classes, mais l'IA va, à partir de la séquence que vous lui aurez fournie, vous proposer des supports, des modalités de fonctionnement pour ces élèves-là. Donc, on arrive un peu mieux équipé en classe. Et puis, le dernier élément, c'est peut-être l'élément que moi j'utilise le plus souvent aujourd'hui. C'est l'élément sur lequel vous allez le plus apprendre. C'est une fois que vous avez fait des travaux, les injecter dans l'IA et demander comment est-ce que vous pourriez fonctionner un peu différemment. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour qu'il y ait de meilleurs apprentissages du point de vue élève. Donc, tout ça, ça fonctionne avec quels outils et comment? Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup des IA dits génératives, mais il y a des IA dits classiques. Les IA dits classiques, c'est déjà que vous connaissez. Si vous ouvrez un document en ligne, type Google, et que vous ouvrez le micro, vous pouvez dicter et tout va s'écrire un petit peu comme par magie. C'est pas de la magie, c'est de l'IA. C'est exactement la même chose sur les sous-titres. Si vous repérez une conférence qui vous passionne et qu'elle est en roumain, eh ben, vous allez pouvoir enclencher sur certaines plateformes le système de sous-titres automatisés. Ce ne sont pas des traducteurs, mais ce sont des traducteurs automatiques et des systèmes de sous-titres qui sont gérés entièrement par l'IA. Le lecteur immersif. Alors ça, c'est un peu des éléments qu'il faut toujours avoir sous la main quand on est enseignant. C'est aussi l'IA, ce ne sont pas des IA génératives ici, mais ce sont des IA dites classiques. Je vais juste sortir pour vous montrer à quoi ça correspond. Et on en a besoin particulièrement quand on a des élèves dits porteurs de troubles. Donc je vais me rendre sur une page que vous connaissez peut-être sûrement si vous êtes enseignant de lettres. Par exemple, c'est le site de la BNF. Donc sur ce site-là, j'ai ouvert la page des métamorphoses d'Ovide et je vais utiliser le lecteur immersif. Et le lecteur immersif, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Je vais prendre ce texte ici. Je vais demander de passer en lecture immersive. Donc, premier élément, la machine va me permettre d'obtenir un environnement. Voilà, c'est bon, je pense que vous voyez mon nez. Et non, je vois que mon écran n'a pas changé. Si ça arrive avec un petit délai. Voilà. Donc, la machine a extrait le texte. Donc, je suis sur un environnement qui est plus dépouillé et sur lequel je vais pouvoir, premièrement, enclencher une Les lecture. Métamorphoses d'Ovide, 1er siècle, livre en une épopée longue de 15 chants, une somme érudite sur... Donc, je vais avoir une lecture qui va s'enclencher, ce qui peut être une aide certaine pour certains élèves, je vous l'assure. Et puis, si vous l'avez vu, il y a un petit sur la carré, mythologie gréco-latine. voilà, qui suit la lecture. Et puis, tout est grisé dès lors que ce n'est pas sur la ligne. Ce qui veut dire que pour les élèves qui sont porteurs de troubles d'attention, eh bien, on n'a que l'élément qui est lu, qui est mis de manière
visible. Vous avez aussi la possibilité, sur des mots qui pourraient paraître un peu complexes, d'aller déclencher non pas une définition, mais une image pour permettre de faire sens en fonction du contexte, ce qui est un plus, hein. Je ne sais pas s'il y a des enseignants de langue, mais les enseignants de langue utilisent énormément. C'est une extension ici que l'on met sur le navigateur et qui permet aussi aux élèves, L'univers. voilà, de réécouter tout un tas de mots. Alors, est-ce que c'est fini là? Ben non, c'est pas fini. L'outil fait mille choses. Vous avez ici, par exemple, la possibilité, regardez, de mettre les verbes, de mettre les adjectifs, de mettre les noms, et puis de mettre les adverbes. Je ne sais pas en exergue, ce petit travail qu'on a passé beaucoup de temps à faire à la main pendant des années, bien aujourd'hui c'est possible. Je ne sais pas s'il y a des enseignants de sciences dans la classe, mais les enseignants de sciences utilisent beaucoup ce lecteur immersif et notamment les verbes. Pourquoi? Lorsque vous avez un protocole expérimental, c'est une toute autre histoire de le lire avec les verbes mis en exergue en rouge. On comprend différemment les choses que d'avoir un protocole expérimental sur lequel on va avoir tout à même niveau et de la même couleur. Alors ici, je vais revenir, je vous ai juste montré ce qu'était le lecteur immersif. J'ouvre cette extension qui s'appelle Helper Bird et qui est complètement gratuite et qui devrait être à disposition de tous les élèves. On a juste vu ces éléments, regardez ici, et vous avez aussi tout un tas d'éléments qui nous intéressent particulièrement et c'est un outil de différenciation important pour les élèves, par exemple, qui sont porteurs de troubles dyslexiques. Alors j'ai l'impression qu'il y a une toute petite différentielle entre ce que je vous dis et ce que vous voyez. Voilà. Et donc quand on est porteur de troubles de dyslexie, on va utiliser par exemple la règle, ce qu'on appelle le rouleur. Regardez, le rouleur, il va permettre aux élèves, c'est un peu une obligation, et je pense que tous les élèves qui sont porteurs de dyslexie ont une règle pour les éléments papier, mais vous, dès lors que vous allez enclencher un support, ben, il est intéressant, même quasi obligatoire, que vous puissiez enclencher ce rouleur-là, qui ne sera pas un frein pour les autres et qui va permettre une meilleure attention des élèves porteurs de ce trouble, voire des élèves qui sont porteurs de troubles de l'attention. Voilà, vous avez des règles de mise au point, vous avez des guides de lecture, vous avez encore 1000 choses, je vous laisse découvrir ces Helper Bird. Ça, c'est l'IA, mais c'est l'IA qui est dite classique. On va passer maintenant aux IA dites génératives et c'est ça qui vous intéresse grandement. On a ChatGPT sous le rétroviseur, mais il y en a d'autres. Il y a Copilot, il y a Perplexity, il y a Claude, les enseignants de sciences. Claude, qui vous permet d'effectuer des diagrammes ou des graphiques que vous pouvez publier et que les élèves peuvent ajuster, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire varier en fonction des données. Ça se fait en un clin d'œil et moi je ne suis pas du tout une professionnelle du codage, mais ça se fait très bien avec Claude, Gemini et Mistral, qui est français. Donc je vous mentionne juste ça et pour sortir, GPT c'est bien, mais il n'y a pas que cet élément-là. Et on va regarder un peu ce que peut faire la machine, ce que pourrait faire la machine pour vous. Alors, en termes de texte et de lecture, la machine peut faire beaucoup de choses et elle peut aider à différencier les travaux quand on est au collège. On est face, et vous êtes face, j'en suis sûre, à une très grande hétérogénéité des élèves. Et la machine fonctionne très bien avec ce qu'on appelle des cadres. Donc, ici, on va utiliser ChatGPT et je vais utiliser un cadre qui s'appelle le cadre Lexile. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que je jalouse au monde anglo-saxon depuis au moins 20 ans. La France n'a encore, pas la France, ou le monde francophone ne l'a pas encore. Ce cadre-là, il permet de classer les textes de 0 à 2000. C'est-à-dire qu'en fonction du texte, on a un niveau. Et ce niveau-là, il va être, il est décidé en fonction d'un certain nombre de critères, du niveau d'usage plus ou moins courant des mots, de la complexité de la phrase, de la présence d'adjectifs ou pas. Et en fonction de tous ces critères-là, une note est attribuée allant de 0 à 2000, 2000 étant un texte de recherche et autour de 800, 1200, on va être au niveau du collège et en deçà, on va être au niveau de l'école primaire. Mais vous avez des élèves qui, pour autant, vont pouvoir arriver et avoir besoin
d'éléments référents. Alors, comment est-ce qu'on utilise tout ça? Ben là, je me suis mise sur ChatGPT, par exemple, et j'ai collé un texte de science ici. Je sais parfaitement que tous mes élèves ne peuvent pas avoir accès directement à ce texte-là, donc je demande à la machine, peux-tu me dire à quel niveau de l'échelle d'Exil correspond ce texte? Premier élément. La machine me répond 1100, 1300. Donc moi, ce que je vais lui demander derrière, ben, c'est de me réécrire le même texte à 750. Donc, le texte est parfaitement bien réécrit, avec des mots d'usage plus courants, avec des phrases plus courtes. Et c'est ce texte-là que je vais pouvoir proposer à un certain nombre d'élèves de ma classe. Est-ce que c'est suffisant? Non. Donc, je vais pouvoir générer un texte à 850, un texte à 900. Et peut-être que vous avez des élèves qui sont allophones et qui arrivent et il faudra peut-être générer un texte à 500, voire à 300. Donc, l'idée générale du texte va complètement rester et vous n'allez rien perdre sur les éléments, si ce n'est le niveau de complexité. Donc, premier élément, je peux arriver en salle de classe avec déjà un certain nombre de textes qui vont être plus accessibles pour les élèves qui sont avec moi. Deuxième élément, eh bien, un texte c'est bien, mais avoir des mots c'est encore mieux et une liste de termes clés. Quand on demande aux élèves de dire un texte, il n'y a rien de mieux que de faire comme quand on va au cinéma, c'est donner un petit résumé, de dire voilà, ça c'est les éléments importants que vous allez trouver dans le texte. Donc la machine les a automatiquement extraits et vous avez peut-être aussi besoin de les avoir avec des définitions. Donc on peut continuer et demander à la machine et les définitions ne sont peut-être pas données dans le texte. Donc là vous pouvez les sortir et demander à la machine qu'elle vous y appose une définition. Ce qui veut dire que on arrive en salle de classe avec peut-être 4 niveaux de texte différents et des listes de vocabulaire et de définitions qui sont déjà positionnées. Ce travail-là, si on devait le faire à la main, eh bien vous savez à quel point ça prend du temps. Vous pouvez aussi demander à ce que le texte soit résumé sous forme de puce. Ça, c'est bien. Regardez les étapes clés. Et puis, certains d'entre vous, peut-être, utilisent Kahoot, même beaucoup. Je rencontre énormément d'enseignants qui utilisent Kahoot un peu partout. Et vous avez peut-être besoin de vérifier ce qui a été compris à l'issue des activités que vous aurez menées ou la lecture du texte. Et vous pouvez demander à la machine de vous créer des quiz de compréhension sur de textes de 4 questions à 2 niveaux différents parce que vous avez des élèves là aussi qui n'auront pas eu tout à fait le même texte. Donc, on peut demander à ce que des niveaux différents soient faits. Vous pouvez même demander à ce que la machine, en version gratuite, vous les écrive sous format CSV pour qu'il y ait une importation, que vous n'ayez pas à les rentrer à la main et que vous puissiez faire un import direct pour que tout soit positionné. Bon, si je vous demande combien de temps cela m'a pris entre la génération des textes et puis les définitions et puis les quiz, évidemment le correctif, les quiz qui va avec, à votre avis, combien de temps, en ayant bien évidemment relu tout ce qui était là, 30 minutes, 40 minutes, 1h30, 2 heures. Alors, je n'ai pas la chance de vous entendre. Il m'a fallu 5 minutes en relisant la totalité des éléments qui m'étaient donnés pour vérifier. Si j'avais voulu faire ce travail-là, il m'aurait fallu un temps beaucoup plus important. Est-ce que certains d'entre vous utilisent la vidéo pour faire leur cours avec les élèves? Si oui, est-ce que vous levez la main? Si personne ne lève la main, je ne vous montre pas. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. On a quand même un petit peu d'utilisation de la vidéo. Alors, si vous utilisez la vidéo, vous devez savoir qu'il n'y a rien de plus compliqué et difficile, en fait, quand on utilise la vidéo, que de s'assurer que les élèves ont bien compris. Alors, pendant longtemps, j'ai aussi utilisé la vidéo, j'ai fait des questionnaires intégrés qui arrivaient au moment, mais tout ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, l'IA, c'est une autre histoire. Ici, j'utilise un outil qui est français, qui s'appelle Knowledge, N-O-L-E-J. Je vous le répète, N-O-L-E-J. Et cet outil-là, j'ai rentré une vidéo. Ici, on est sur une vidéo de science sur la biorhythmicité. La première chose qu'a fait la machine, c'est qu'elle a effectué une transcription de la totalité de la vidéo. Alors moi, j'adore parce que les vidéos, c'est pas mon truc pour apprendre. En revanche, le texte, ça l'est un peu plus.
Sur la base de la transcription que j'ai corrigée, en l'occurrence, on n'avait rien à corriger, mais c'est le premier élément qu'il faut regarder, la machine a créé un glossaire, c'est-à-dire qu'à partir de tous les mots qui ont été donnés et qu'elle jugeait devoir être définis, elle a établi elle-même le glossaire et elle a elle-même positionné la totalité des définitions. Deuxième élément, la machine a effectué des résumés sous différentes formes, les points clés par exemple, ou en fonction des différents temps de la vidéo, elle les a effectués automatiquement, il n'y a pas eu d'erreur, et ce qui peut être une source d'entrée aussi pour les élèves. Elle a aussi effectué ce qu'on appelle des mots définition de cartes. Il n'y en a pas énormément, il y en a une quarantaine, c'est-à-dire qu'en fonction des concepts qui ont été abordés, eh bien, elle a pu, voilà, positionner des cartes sur lesquelles les élèves vont pouvoir jouer. Elle a aussi positionné des questions centrales, qui sont des questions qui ont été posées, mis les réponses, et puis le traditionnel. Vous voyez les mots et les textes à trous. Une fois que tout ce travail a été fait, elle propose des quiz, un quiz formatif par exemple, pour lesquels les élèves peuvent s'entraîner. Et puis si vous souhaitez vous savoir et noter, vous avez un quiz qui est noté. Et l'élément le plus important peut-être, c'est que tous les éléments que je vous ai montrés, les définitions, les questions, les termes qu'elle a générés, elle les a intégrés sur la vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire intégrer tout ça sur la vidéo? Eh bien, est-ce que vous voyez tous les petits points blancs qui sont tout en bas? Alors pour ceux qui sont au fond, c'est un petit peu compliqué, mais il y a en bas tout un tas de petits points blancs qui correspondent à des incrustations qu'a fait la machine. Voilà. Ici, par exemple, la machine est venue incruster une question juste au moment où Mathieu est venu, l'intervenant de la vidéo, est venu poser un élément et la machine pose une question. Alors, vous pouvez avoir des questions qui arrivent en temps réel ou vous pouvez aussi avoir des définitions. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le même type d'élément. On peut avoir sur la vidéo, au moment où on a besoin de l'entendre, une définition sur un terme clé ou une question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que au lieu d'avoir la vidéo et peut-être des questions que vous aurez pris beaucoup de temps à formuler, et de très bonnes questions, j'en suis certaine, vous avez la possibilité d'avoir une assistance avec une machine qui va proposer la totalité des éléments que je vous ai donnés à voir. Pour ceux qui sont un peu familiers à l'H5P, c'est ce que faisait H5P. Et la grande différence, c'est que les élèves, vous allez leur permettre de choisir leur chemin d'apprenant. Ça signifie que certains, par exemple comme moi je commence à regarder le trailer. Donc moi je vais commencer par exemple par aller regarder toutes les définitions et tous les résumés. Seulement ensuite je vais regarder la vidéo. C'est mes modalités d'apprentissage. D'autres apprenants, et c'est ok, on n'a pas à juger, vont commencer par les quiz formatifs. Très bien. D'autres vont commencer par les flashcards. Eh bien, commencez par les flashcards si vous voulez. Cette multiplicité des supports d'accompagnement à la lecture de la vidéo, en fait, va faire qu'on va avoir une appréhension très différente de la vidéo. Ça fait 5 ans que je fais cette certification. Cette année, c'est la première année qu'on a utilisé l'IA pour positionner cette vidéo. Et en principe, les enseignants, c'est une certification pour les enseignants, regardent la vidéo et ensuite, on a l'intervention du chercheur. Cette année, Mathieu m'a dit, mais que s'est-il passé cette année? Où êtes-vous allé chercher les enseignants? On n'a pas du tout les mêmes questions, on n'a pas du tout la même appréhension du sujet qu'est la biorhythmicité. Et je dis, mais c'est les mêmes, hein, on n'a rien changé. La seule chose qu'on a changé, c'est qu'on a accompagné la lecture de la vidéo par, en fait, un certain nombre de supports qui ont été créés par l'IA. Et dans les faits, quand on est allé regarder sur la plateforme, on a vu que les enseignants avaient passé 3 fois plus de temps sur la vidéo, normal, parce qu'avec tous ces accompagnements, que les années précédentes. Donc, vous avez ici la possibilité, voilà, d'utiliser. Ensuite, au niveau de l'écriture, l'IA peut générer pour vous, en fait, un certain nombre d'éléments. Elle peut générer des planifications, des histoires, elle peut aussi générer des contenus. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit,
il est intéressant d'utiliser l'IA pour générer des activités ou des exercices. Vous avez par exemple ici les compétences. Et au lieu d'utiliser des problèmes qui soient un peu hors sol et décontextualisés, on peut revenir à des problématiques qui sont beaucoup plus en lien ou actuelles. Vous pouvez demander à ce que l'IA vienne générer des éléments, ici par exemple, des problèmes mathématiques en lien avec les problématiques d'ingénierie. Et je terminerai par un dernier exemple qui est celui de l'évaluation. L'IA peut vous aider à personnaliser, contextualiser, critérier. Et ici, par exemple, on lui a dit « Je suis enseignant en mathématiques au collège, peux-tu me proposer une évaluation sur le théorème de Pythagore ?» La machine, le prompt est absolument nullissime, mais ça, vous allez le voir dans la journée. Et la machine a quand même réussi à me proposer des éléments. Ici, elle m'a proposé une évaluation qui est très sèche et qui est pas franchement la plus géniale du monde pour les élèves. Et on a changé le prompt et on a ici demandé à la machine, peux-tu créer une évaluation authentique pour des élèves de 4e en mathématiques qui étudient le théorème de Pythagore et la réciproque. Les tâches doivent mettre l'accent sur l'application dans le monde réel. L'évaluation doit impliquer les élèves et démontrer efficacement. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? On a quelque chose de très différent qui est arrivé. La machine a dit, ben voilà, vous, élèves, votre contexte, vous allez travailler comme ingénieur pour une entreprise de construction dans la ville de Morsin. Et vous allez travailler sur des projets variés. Votre mission est d'aider à résoudre des problèmes géométriques rencontrés sur différents chantiers. Pour chaque tâche, il est nécessaire d'utiliser vos connaissances. Donc, la machine a proposé différents éléments, conception à une rampe d'accès, vérification des fondations d'un toit, construction d'une aire de sport et défis sur des constructions de passerelles dans un parc. Autant vous dire que l'engagement dans l'évaluation est très différent, que pour les élèves, c'est leur montrer à quel point il est possible de faire des raccords entre ce qu'ils apprennent en salle de classe et des éléments très authentiques et réels sur des contextualisations qui sont près d'eux. Alors, évidemment, il manque les compétences, on a rajouté les compétences, et puis vous pouvez aussi demander à l'IA de vous proposer des dispositifs d'aide que l'IA va s'empresser de vous faire. Ici, en l'occurrence, on lui a demandé des fiches méthodologiques et des exemples résolus. Voilà. Donc, je m'arrête ici. J'avais encore 2-3 éléments à vous faire vivre, mais je m'arrête. Je suis arrivée au bout du temps. Et puis, je me propose, si vous le souhaitez, vous pourrez aller regarder le reste du support. Je vous avais proposé encore plein de choses, et dont des cadres. Et j'en arrive aux questions. S'il y a des questions, en même temps que les questions, je vous ai mis un QR code si vous souhaitez télécharger le support avec la totalité des outils. Et ne pas attendre. Donc, je m'arrête. Et s'il y a des questions, je les prends. Julie, vous devez le voir, les smartphones sont sortis pour le QR code. Et vous verrez d'autres éléments que je n'ai pas pu vous mentionner. Je reviens juste dessus pour... je vous ai mis tous les cadres de référence. Quand vous allez scénariser un cours, il faut des cadres de référence. Lui expliquer si vous utilisez la taxo de Bloom, les classes inversées, les apprentissages coopératifs. Et je vous ai mis tous ces cadres de référence ici avec les prompts qui sont directement ici listés, qui est peut-être l'élément le plus important de cette présentation si vous voulez scénariser. Voilà. Nous avons encore quelques personnes qui scannent votre QR code. Même s'il est gros. Oui, mais après, il sera sur le support, en fait. S'il y en a qui ont réussi, apparemment. Je ne vois plus de scan. Et ce que je vous propose, parce que vous êtes une assemblée relativement importante, j'ai préparé en fait, voilà, j'ai préparé pour vous, si vous souhaitez plutôt écrire, et c'est possible, si vous souhaitez plutôt m'écrire votre question, vous pouvez aussi scanner le QR code et m'écrire votre question. Si vous avez des questions, je suis ravie de pouvoir les prendre. Bon, là, je vois beaucoup moins de scans. Parce que alors, je vais prendre le relais et préciser. Voilà, vous avez la possibilité de scanner pour poser vos questions et nous avons dans la salle des micros
Donc, on peut avoir 8 minutes de questions-réponses. Voilà. Madame, là-bas, a un micro. Julie, ça prend le relais. Oui, ça fonctionne, oui. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que la réponse que l'on peut obtenir d'une IA diffère en fonction de l'IA qu'on interroge? Merci beaucoup pour cette question absolument pertinente et géniale. Oui, la question, elle va différer en fonction de l'IA que vous allez utiliser et vous n'allez jamais avoir exactement et tout à fait la même réponse. Déjà, vous pouvez réitérer, en fait, même sur la même IA, vous n'allez pas avoir les mêmes choses. Je vous ai présenté des éléments d'IA. Là, je ne vous ai que montré des éléments d'IA générative, généraliste, et je ne vous ai parlé que du travail de préparation d'enseignant. On a abordé juste ce sujet-là et encore très rapidement. Je vous ai dit, si vous êtes enseignant de sciences, ma très chaude recommandation est d'utiliser Claude parce que Claude, notamment pour les graphiques, notamment j'étais encore avec des enseignants de sciences hier soir dans le Val-de-Loire et qui ont découvert Claude et qui ne le lâchent plus pour générer des schémas, des choses qui sont très compliquées, qui leur prennent beaucoup de temps et sur lesquelles ils avaient peu l'habitude de contextualiser. Ici, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait contextualiser à des données propres à l'environnement des élèves et créer des graphiques. Ils étaient sur l'agriculture et je sais plus, des consommations d'eau. Bon, bref. Et ce que permet Claude, c'est de générer des graphiques qui sont des graphiques sur lesquels les élèves, des graphiques dynamiques sur lesquels les élèves vont pouvoir, et vous pouvez les publier et les élèves y ont accès. Sans que je n'ai compris pourquoi, de manière systématique, partout où je passe, les enseignants de langue ont une préférence très large pour l'utilisation de Gemini. Voilà. Et puis, pour la scénarisation des activités, particulièrement si vous utilisez par exemple la taxonomie de Bloom, ChatGPT fonctionne plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui va différer? Ils font à peu près tous la même chose. Et la grande différence qui existait il y a encore quelques semaines, je dis il y a encore quelques semaines parce que c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, c'est les sources. C'est-à-dire que aucun ne donnait ses sources sauf Perplexity. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Ah, merci, il y a des questions. Continuez, je vais regarder. Et ce que faisait de très différent, parce que ça y est, ChatGPT le fait aujourd'hui, il cite les sources, c'est que quand vous posiez une question à Perplexity, qui est ici, euh, par exemple, on va lui demander comment travailler la construction. Ah, non, on va rester. Voilà, je vais très vite. Et en fait, ce que faisait Perplexity et que ne faisaient pas les autres, c'est que vous voyez, tout en haut, par rapport à n'importe quelle question donnée, il vous donne les sources. Or, quand on utilisait ChatGPT et d'autres, il n'y a aucun sourçage qui pose question. C'est-à-dire que la machine va chercher à partir d'éléments qui vont être pour moi concluants, significatifs, des sites institutionnels ou à partir d'un vague blog ou quelque chose que je ne maîtrise pas. Ici, la machine pour vous répondre, elle vous donne les sources, elles sont notées là, vous voyez, 2, 4, 7, et vous pouvez vérifier que tout ça est fonctionnel. Aujourd'hui, sur la version payante de ChatGPT, ça existe. Et si vous avez d'autres recherches beaucoup plus poussées, vous pouvez utiliser Consensus. Enfin, aujourd'hui, il y a bien d'autres IA qui donnent leurs sources. Voilà. J'espère Merci. avoir répondu à la question. Merci Julie. Nous avons une deuxième question dans l'Assemblée, au micro. Et après, vous avez votre question que vous avez dû recevoir par écrit. Alors, est-ce que Knowledge est gratuit? Alors, Knowledge n'est pas gratuit. Je vous le mentionne parce que c'est un outil dont on sait où seront stockées les données. Et en l'occurrence, vous pouvez même les stocker et importer directement sur vos ENT et vos environnements numériques ou ce que vous utilisez avec les élèves. Mais je sais qu'il y a beaucoup de régions qui, par exemple la région Île-de-France, a permis, donc je glisse une petite, je glisse une petite idée ici aux personnes qui sont avec vous.
Je sais qu'on n'est pas sur la région, mais qu'on est sur le département. Donc, je sais que pour les lycées, la région l'a fait pour l'Île-de-France. Ils ont payé et passé des contrats pour que tous les enseignants aient un accès illimité à Knowledge. Je ne doute pas que d'autres régions ou départements peuvent le faire. Merci Voilà. Julie. Nous avons une question dans l'Assemblée, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voudrais rester 2 secondes sur le coût. J'ai constaté lors d'expériences tout à fait personnelles des grosses différences de résultats entre les versions gratuites et payantes de pas mal d'outils. D'expérience, on sait très bien que les élèves utilisent plutôt les versions gratuites, j'ai envie de dire les enseignants aussi. Si on se projette sur un développement assez massif dans l'éducation, qui est censé assurer le coût de ces outils? Est-ce qu'ils seront fournis aux enseignants? Est-ce que les élèves auront accès au même degré de réponse que leurs profs? Et sinon, est-ce qu'on doit nous-mêmes financer ses propres outils à titre personnel? Merci. Merci de la question. Et en fait, je vais vous inviter à la garder. Je vais vous donner un avis très personnel que je vais peu développer puisque je ne travaille plus ni à la DGESCO ni à la DNE et que vous aurez un intervenant de choix qui posait exactement cette question-là, qui est la personne clé qui va pouvoir y répondre, c'est Axel Jean. Il est même peut-être avec vous dans la salle et c'est une personne qui a largement fait avancer toutes ces questions-là, qui les a à cœur. C'est quelqu'un de formidable. Qui se démène depuis déjà un moment pour que des réponses positives soient apportées à toutes les questions que vous prenez, que vous pointez ici. Il est évident que, vous l'avez peut-être compris, le ministère travaille à développer et Axel et ses équipes travaillent à développer en fait bon nombre d'éléments pour que ce soit accessible pour vous et que ce soit accessible sans paiement. La question qui va se poser, je vais juste me limiter à cet élément-là, c'est la question, je pense, aujourd'hui, on ne se pose plus trop la question des fichiers, des manuels et autres éléments, numériques ou pas d'ailleurs, eh bien, feront partie de la trousse, je pense, et de la trousse de l'enseignant. Des outils d'IA, j'en suis certaine, puisque là, je vous l'ai dit, j'étais aux États-Unis, enfin, j'ai passé la moitié de mon temps. Et j'ai des amis qui, par exemple, tout corps de métier, beaucoup de corps de métier, donc par exemple des médecins, mais pas que, j'ai déjà des enseignants et des médecins à qui on a fourni un assistant IA. Ça ne veut pas dire qu'on leur a donné ChatGPT gratuit, particulièrement pas pour les médecins ni pour les enseignants, mais qu'ils ont une IA dédiée, entraînée, sur lesquelles on n'aura ni biais ni hallucination avec les programmes en vigueur ou pour le médecin avec les derniers protocoles. Donc, je pense que c'est ce qui va arriver, c'est que vous aurez, comme les élèves, et Axel vous en parlera mieux que moi, le ministère travaille au développement de 2 IA en particulier, une pour le collège, une pour le lycée, qui sera adressée à tous les élèves pour que de manière sécurisée et gratuite, ils puissent avoir un assistant équivalent à ce qu'on a regardé ici. Julie, nous vous remercions. Effectivement, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Axel Jean. Il va prendre la parole tout à l'heure, donc la question pourra peut-être être reposée tout à l'heure. Je vous propose, parce que nous avons un peu de retard sur le programme, je vous propose, Julie, est-ce que les questions qui vous ont été envoyées, vous pourrez y répondre et mettre les réponses sur un support que nous pourrions mettre à disposition des enseignants un peu par la suite ? Mais bien sûr, et avec grand plaisir, j'y répondrai. Vous avez aussi, je pense, eu mon adresse email. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres urgences, eh bien, Voilà, si j'ai un très peu de bien. temps, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée de travaux et je tiens à souligner l'excellence du travail qui est fait dans les Landes. Vous avez beaucoup de chance que tous ces travaux-là et que votre équipement existe depuis une vingtaine d'années, ce qui n'est pas du tout le cas partout sur le territoire français. Je vous remercie, Julie.